Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Au sommaire de cette édition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tableau des quarts de finale est désormais connu. On en parle en début de ce journal. Sur le continent africain, la Centrafrique annonce des recettes intérieures de 160 milliards de francs CFA pour l'exercice budgétaire 2024. Et puis on parlera également de l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse partout dans le monde. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Commençons tout de suite cette édition par l'actualité sportive. Vous le savez, la Côte d'Ivoire abrite depuis le 13 janvier 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, le tableau des quarts de finale est désormais connu à l'issue des rencontres du 30 janvier dernier. Nous connaissons l'ensemble des pays qui vont s'opposer dans cette seconde phase. Tout de suite, cet élément pour en savoir davantage. Depuis quelques jours, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se joue en terre ivoirienne, est rentrée dans une phase décisive. Les matchs des huitièmes de finale ont vu tomber d'anciens vainqueurs de la compétition. Il s'agit par Rizam du Cameroun. Les Lions indomptables sont tombés devant le Nigeria, 0 but contre 2. Les Palancas Negras de l'Angola se sont défaits de la Namibie, considéré comme le petit pousset de cette CAN sur le score de 3 buts à 0. Le Cap-Vert, devenu au fil des éditions habitué de la compétition, a fait jouer le réalisme et la concentration face à une équipe de Mauritanie pourtant en forme lors des matchs de poule. Les Mourabitoum sont tombés les armes à la main par 0 but contre 1, ce qui confirme la montée en puissance des requins bleus qui s'invitent sur la table des grands une fois de plus. La rencontre des huitièmes de finale la plus attendue était sans doute la confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire. Le pays hôte, après avoir essuyé une lourde défaite face à la Guinée équatoriale à la 3e journée des phases de poule, devrait se racheter face aux Lions de la Teranga, venus rééditer l'exploit de 2021 au Cameroun. Après avoir mené dès les premières minutes de la partie, les Sénégalais se sont laissés surprendre par des éléphants affamés et en rage de laver leur image. Dans les derniers instants du temps réglementaire, les Ivoiriens égalisent et contraignent les Sénégalais aux prolongations au cours desquelles les protégés de Aliou Cissé perdent la partie aux séances de tir au but 4 contre 5. Pour les Ivoiriens, une vraie revanche. Longtemps considéré comme super favori de la compétition, l'Égypte ne brillera pas cette année en terre ivoirienne. La faute à la République démocratique du Congo. Après le score d'un but partout au cours du temps réglementaire, les Léopards arrachent finalement le ticket pour les quarts de finale par le score de 8 tirs contre 7. La Guinée a mis un terme au rêve des Équato-Guinéens sur le score d'un but à 0. La Guinée commence à confirmer sa présence dans le top 10 des meilleures équipes en phase de poule de la CAN. L'avant-dernier match des huitièmes de finale a mis aux prises les Aigles du Mali aux étalons du Burkina Faso. Face à la haine de vaincre, les Burkinabés vont finalement perdre la partie, 1 but contre 2. La dernière rencontre de ces huitièmes de finale a vu les Bafana Bafana d'Afrique du Sud venir à bout des Lions de l'Atlas du Maroc 2 buts à 0 après une rencontre très disputée. Au thème de ces huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le programme des quarts de finale affiche complet. Les Super Eagles du Nigeria vont affronter l'Angola. La République démocratique du Congo aura face à elle la Guinée, tandis que les éléphants de Côte d'Ivoire vont croiser le fer avec les aigles du Mali. Les requins bleus du Cap-Vert vont affronter les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Après la Côte d'Ivoire, direction le Cameroun pour parler d'adéquation, formation, emploi. La question préoccupe les universitaires. Je vous propose cet élément qui résume la question dans le pays cher au président Paul Biya. Au Cameroun, plus de 500 000 jeunes frappent annuellement aux portes de l'enseignement supérieur. Ce chiffre révèle le fort taux de scolarisation au niveau supérieur dans ce pays d'Afrique centrale. Pourtant, selon la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel réalisée par l'Institut national de la statistique en 2023, le Cameroun fait face à un taux de chômage de 3,3%, soit 600 000 personnes en âge de travailler. Des données qui contrastent fortement avec le nombre de personnes en quête d'emploi et des notes d'insuffisance universitaire en matière de transmission de la culture entrepreneuriale. L'Agence universitaire de la francophonie se propose de mener des réflexions pour changer de paradigme en faisant des universités des agents économiques par leur capacité à créer des créateurs d'emplois. L'AUF se propose de créer un réseau panafricain, mais aussi mondial, pour créer une dynamique entrepreneuriale entre les jeunes, ces viviers de jeunes dans les pays francophones, qui aujourd'hui ne seront plus demandeurs d'emploi, mais seront des créateurs d'emplois, avec une vision
continentale et une vision internationale. C'est ça l'innovation et c'est comme ça aussi que le rôle de l'université évoluera vers une université au service du développement de nos pays. Étudiants entrepreneurs, une initiative qui devrait permettre de donner une nouvelle perspective aux universités africaines qui pourront désormais être des contributeurs aux indices de développement. L'ambition est contenue dans la feuille de route du programme Entreprendre. Entre autres objectifs, le programme vise la création de pôles de pré-incubation entrepreneuriale ainsi que l'adoption d'un statut national de l'étudiant entrepreneur, chose sur laquelle le Cameroun est en avance. La conception de l'idée de l'étudiant entrepreneur et dans la problématique du programme Entreprendre. Voilà donc la problématique essentielle que l'université camerounaise s'oriente de plus en plus vers l'autofinancement, que l'université apporte sa contribution à la maximisation du PNB ou du PIB. Le deuxième comité de pilotage du programme Entreprendre, qui se tient les 29 et 30 janvier 2024 à Yaoundé, ambitionne de promouvoir la culture entrepreneuriale au sein des établissements d'enseignement supérieur de 9 pays pilotes, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, Haïti, Maurice, le Sénégal et la Guinée. L'actualité économique à présent, je vous le disais en titre, la Centrafrique annonce plutôt une nouvelle positive pour son économie. En fin d'exercice budgétaire 2024, ce pays prévoit encaisser dans ses caisses intérieures la bagatelle de 160 milliards de francs CFA. Comparativement à l'année 2023, ce budget est en hausse de plus de 20 milliards de francs CFA. Décryptage dans cet élément. Les autorités ont introduit en République centrafricaine dans la loi de finances de 2024 un certain nombre d'innovations, dont celle qui met fin à toutes les exonérations sur le riz et la farine. L'objectif est d'atteindre des recettes intérieures de 160 milliards de francs CFA en 2024, après 140 milliards de francs CFA en 2023. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a instruit le gouvernement de continuer de travailler en bonne intelligence avec les partenaires techniques et financiers pour poursuivre le chantier des réformes restantes, notamment une meilleure collecte des droits et impôts afin de sécuriser les recettes de l'État. La décision du gouvernement centrafricain de fiscaliser le blé, le riz et la farine, qui jadis ne l'était pas pendant les exercices budgétaires qui ont précédé l'actuel, c'est-à-dire l'exercice budgétaire 2024, aura pour principale conséquence l'augmentation des recettes, parce qu'en fait, ces produits entraient en République centrafricaine en franchise de droits de douane. Donc actuellement, ils espèrent obtenir au moins 20 milliards de recettes en termes de fiscalité de porte. Parce qu'en fait, comme c'est les importations, le principal poste qui est souvent assez grand pour l'État, c'est la fiscalité de porte, c'est-à-dire pour franchir le cordon douanier et entrer à l'intérieur du pays. Selon le gouvernement centrafricain, les gains fiscaux douaniers potentiels à réaliser par l'État conformément à la levée des exonérations sur un produit comme le riz sont donc importants, même si les revers, notamment pour les consommateurs finaux, sera une hausse plus prononcée du kilogramme de cette céréale qui coûte déjà entre 1500 francs CFA et 2000 francs CFA après avoir connu une hausse de plus de 40% depuis 2022. La diminution du pouvoir d'achat des populations à la base. Les gens qui avaient l'habitude d'acheter 1 kg de riz par exemple à 500 ou 600 francs seront désormais obligés de chercher un peu 2, 3, 4 ou 6 francs ou 10 francs ou 20 francs ou 50 voire 100 francs supplémentaires ailleurs pour majorer sur leur budget qui jadis était dédié à l'achat des céréales à l'intérieur de la maison, à l'intérieur des ménages. Donc voilà l'autre conséquence, c'est-à-dire la cherté du coût de la vie et par voie de conséquence la diminution du pouvoir d'achat des populations aussi, parce qu'en fait leur demander d'acheter ce qu'ils achetaient hier à 100 francs, leur demander de le faire à 110 ou 120 francs, c'est une façon de diminuer leur pouvoir d'achat. Donc cherté de la vie. L'un des leviers à auctionner pour plus d'efficacité, conformément aux recommandations formulées par les Fonds monétaires internationaux en octobre 2023, était la rationalisation des exonérations fiscales et le renforcement de la collecte de la TVA des recettes douanières que le gouvernement considère également comme tremplin pour atteindre l'objectif ambitieux fixé en matière de recettes.
De retour dans l'actualité ouest africaine pour parler de cette bataille diplomatique qui oppose la CEDEAO aux États membres de l'AES. Le Mali, le Burkina et le Niger ont choisi de quitter officiellement l'espace sous-régional. Les discussions se poursuivent pour aboutir à une solution négociée selon les dirigeants de la CEDEAO. Le 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conjointement annoncé leur retrait avec effet immédiat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Réagissant à cette annonce, l'organisation sous-régionale a précisé que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel restent membres du bloc régional. Ceci malgré les déclarations des autorités au pouvoir dans ces 3 États. Selon le communiqué, la commission de la CEDEAO n'a pas encore reçu de notification formelle directe des 3 États membres de l'AES concernant leur intention de se retirer de la communauté. L'AES reste encore membre de la CEDEAO parce qu'ils n'ont pas encore saisi officiellement la CEDEAO, et même s'ils saisissent officiellement la CEDEAO, il faudra encore 1 an pour sortir de là. Et je pense que le terme solution négociée, ça sera de trouver des solutions pour le retour à l'ordre constitutionnel, parce que je ne pense pas que la CEDEAO va se contredire en cautionnant les coups d'État qui ne sont pas cautionnés par les textes de la CEDEAO elle-même. Et oui, l'initiative de la CEDEAO, c'est vraiment un discours diplomatique face aux propos politiques de l'AES. La CEDEAO se dit déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. La commission de la CEDEAO reste saisie de l'évolution de la situation et fera de nouvelles déclarations à mesure que la situation évolue. La décision des 3 pays pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes au sein de l'espace CEDEAO, mais aussi pour les 3 pays concernés dépourvus d'accès à la mer. L'idée étant que ça permettra à l'espace du Sahel de révéler son vrai visage, mais aussi de faire comprendre que le Sahel n'est pas qu'un espace de problèmes, mais que le Sahel fait partie des alternatives de demain. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso accusent l'organisation régionale de ne plus répondre aux aspirations de leur peuple. Pour ces 3 États, la CEDEAO, sous l'influence des puissances étrangères, est devenue une menace pour ces États membres de l'Alliance des États du Sahel et de ces populations dont elle est censée assurer la prospérité, lui reprochant de ne plus avoir apporté aucune assistance dans leur lutte contre le terrorisme. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso déplorent les mesures illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables à eux imposées par la CEDEAO lorsqu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Je vous propose à présent d'ouvrir le chapitre international de cette édition en direction l'Irlande du Nord. Après 2 années de tumulte, le Parlement reprend du service. Le Parlement d'Irlande du Nord, bientôt opérationnel. Cela fait 2 ans que l'Assemblée de cette région britannique est paralysée, notamment à cause de désaccords liés au Brexit. Londres a fini par donner satisfaction au parti unioniste nord-irlandais du DUP. Il n'y aura pas de frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Cette concession permet de débloquer la situation depuis la sortie de l'Union européenne. La reprise d'activité du Parlement d'Irlande du Nord sera marquée par la prise de pouvoir pour la première fois du parti nationaliste irlandais, le Sinn Féin. This is the first time ever that Sinn Féin has come in as a nationalist party. It's the largest party in Northern Ireland, and it's a big shock for many unionists, including for many in the DUP. Avec la catholique Michelle O'Neill bientôt nommée au poste de Première ministre, le nationalisme fait irruption sur la scène politique d'Irlande du Nord. Les habitants de Belfast saluent le retour de leur député au Parlement. I think she'll be very capable, but we need all our politicians working for us. We're now seeing more Catholics than Protestants. Finally, there's that shift has happened. That might mean a nationalist First Minister. It might mean, 10, 15 years' time, we'll be looking at a referendum the same way that Scotland has. Pour ceux qui souhaitent au contraire rester britanniques, l'arrivée du Sinn Féin au pouvoir rouvre les plaies d'un passé violent.
Well, in the morals of Northern Ireland, it's an horrendous shift, because this is a lady who tells us that there's no alternative to mass murder, no alternative to the incineration of people in hotels, no alternative to atrocities like Enniskillen on Remembrance Day, like King's Mills, where Protestants were taken off a bus and done to death because they were Protestants. The future of the Stormont Parliament here in Belfast now falls on Brussels and London to make the appropriate amendments to the Windsor Framework document, with Sinn Féin set to occupy the First Minister seat for the very first time in its history. Expect calls to grow louder for a unification of Ireland referendum in the coming years. This is Ken Murray for Euronews, Belfast, Northern Ireland. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse mondiale aux États-Unis? Le Sénat a choisi de convoquer les principaux dirigeants de Facebook et de TikTok pour avoir des réponses concrètes. On suit tout de suite cet élément de Euronews. Aux États-Unis, les plateformes numériques sont sur la sellette. Accusés par plusieurs rapports de mettre en danger les plus jeunes, les responsables de Facebook, X et TikTok notamment ont été convoqués par une commission parlementaire du Sénat. Mercredi, Mark Zuckerberg s'est notamment excusé devant des familles de victimes. « Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu », a-t-il dit. De nombreux élus américains souhaitent mettre en place davantage de règles pour mieux encadrer ces plateformes, mais le Congrès américain reste divisé. Et voilà, ça sera tout pour cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Ce journal a été réalisé par la pétillante Linda Tepi. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite des programmes sur MTV+.